Chères auditrices, chers auditeurs, l'histoire que vous allez entendre ne sort pas de nulle part. Elle prend racine dans les textes mêmes d'Arthur Conan Doyle, là où, en marge d'un dialogue ou d'un souvenir, surgissent parfois des noms, des personnages, ou des allusions si énigmatiques qu'elles paraissent porter à elles seules le poids d'un récit entier. Ainsi, dans Le Soldat blanchi, Holmes mentionne une phrase qui, bien que brève, accroche l'attention à jamais. J'ai amené avec moi un ami dont on peut absolument se fier à la discrétion. J'ai pu une fois lui rendre un service professionnel et il est prêt à me conseiller en tant qu'ami plutôt qu'en tant que spécialiste. Il s'appelle Sir James Saunders. Puis, rien. Ce silence, consigné dans les notes, résonna longtemps comme une énigme suspendue. Quel mystère pouvait donc être trop délicat pour être à l'époque pleinement raconté? Et surtout, qui est ce Sir James Saunders, sur lequel Holmes, dans un rare élan de confiance, s'appuyait comme ami. Lecteur holmésien depuis plus de 40 ans, j'ai toujours été fasciné par ces éclats suspendus, ces amorces de récits que l'on devine vastes, mais dont il ne reste que les contours. C'est en tant que créateur de contenu, fidèle au canon, que j'ai voulu explorer ce que Conan Doyle lui-même a laissé volontairement dans l'ombre. Ce que vous allez lire ou entendre est l'une de ces affaires, une reconstitution scrupuleuse, fondée sur les indices éparses, les textes d'époque et la voix même de Watson, lorsqu'il laissa entrevoir ce qu'il avait retrouvé après la retraite de Holmes. Une affaire politique, troublante, et pourtant profondément holmésienne. Notre récit s'intitule L'énigme de Westminster, deuxième moitié. Holmes et moi avions passé la soirée à reconstituer, pièce à pièce, le mécanisme invisible de cette trahison. L'affaire, déjà, dépassait le simple cadre du vol d'informations. C'était une machination ourdie avec une précision presque scientifique. Mon compagnon s'était couché tard, mais je crois qu'il dormit à peine. À l'aube, je l'entendis marcher dans la pièce voisine, sa canne heurtant distraitement le parquet. Puis, le silence eut une plume sur le papier. Quand je me levai, il était déjà vêtu, le visage fermé, l'œil fixe, comme si la nuit avait condensé en lui une résolution entière. Il faut agir ce matin même, Watson, dit-il en serrant le nœud de sa cravate. Sir James aura eu toute la nuit pour ruminer sa colère. Et s'il agit selon son tempérament, il aura convoqué la police avant le lever du jour. Nous devons le devancer. Sinon, tout s'effondrera avant d'avoir commencé. Je n'eus pas le loisir de protester. 10 minutes plus tard, nous descendions déjà dans la rue. Le fiacre, que Holmes avait fait appeler, nous attendait sous un ciel de plomb. Londres, engourdie par la brume de janvier, semblait retenir son souffle. Le trajet jusqu'à Westminster se fit dans un silence presque religieux. Holmes gardait les bras croisés, les yeux mi-clos, le menton baissé sur la poitrine. Je savais, à la tension de sa mâchoire, que son esprit travaillait à toute allure. Le brouillard s'épaississait à mesure que nous approchions du Parlement, et les silhouettes des gardes, figées dans la brume, avaient l'air de statues funèbres. Dans le couloir des commissions, nous trouvâmes Sir James Saunders, debout, la redingote entr'ouverte, les yeux cernés par une nuit sans sommeil. 2 inspecteurs de Scotland Yard se tenaient près de lui, chapeau à la main, attendant des ordres. Holmes s'avança sans préambule. Renvoyez ces hommes, Sir James. Il n'y aura pas d'arrestation aujourd'hui. Le député se retourna stupéfait. Comment osez-vous? Ces agents sont ici sur mon ordre. Je ne puis laisser de pareilles infamies sans réponse. Si vous frappez maintenant, répliqua Holmes d'une voix glaciale, vous ne ferez que couper les fils visibles d'un réseau dont vous ignorez la profondeur.
Les coupables disparaîtront avant midi, et vous resterez avec un scandale pour trophée. Saunders, livide, désigna la porte d'un geste brusque. Sortez, messieurs, dit-il aux inspecteurs. Quand nous fûmes seuls, il s'avança d'un pas, la main tremblante de colère. Vous me demandez de laisser impunie une trahison commise sous mon propre toit? Je vous demande de choisir entre l'honneur et l'efficacité, répondit Holmes. Les deux ne cohabitent pas toujours. Il ajouta, d'un ton plus sec, il nous faut en parler, mais pas ici. Ce soir, à Baker Street. Saunders fronça les sourcils. Ce soir? Et pourquoi pas maintenant? Holmes s'approcha de lui, le regard perçant. Parce qu'ici, chaque mur a des oreilles, et chaque oreille un maître. Le député resta un instant interdit, puis laissa échapper un soupir d'agacement. Vous dramatisez, monsieur Holmes. Pas assez, je le crains, dit Holmes. Une seule question avant de nous quitter. Votre épouse est-elle une femme capable d'affronter une situation dangereuse sans s'effondrer? Saunders le dévisagea surpris. Pour cela, oui, elle m'a toujours soutenu avec un courage que j'envie parfois. Parfait, répondit Holmes. Alors, il est indispensable qu'elle soit présente ce soir. Ma femme? Vous n'y pensez pas? Holmes s'approcha. Sa voix se fit tranchante. S'il y a un moment où vous devez me faire confiance, c'est maintenant. Ce soir, chez moi, à Baker Street, comprenez-vous? Le regard qu'il lui lança ne souffrait aucune réplique. Saunders hésita, puis acquiesça lentement. Soit, ce soir. Ce soir-là, lorsque je franchis le seuil du 221B, je fus frappé par un silence inhabituel. Les rideaux étaient tirés, la lampe baissée, et le feu couvait à demi. Holmes, penché sur le bureau, disposait soigneusement quelques dossiers qu'il referma dès qu'il m'aperçut. Vous êtes venu sans être suivi, Watson? Évidemment. Pourquoi cette précaution? Il ne répondit pas tout de suite. Parce que nous allons parler ce soir de choses qui ne doivent être entendues de personne, pas même des murs de Westminster. Holmes m'apprit alors que dans 3 semaines se tiendrait une réception caritative donnée sous l'égide de ce prétendu institut, et que Lady Saunders comptait parmi les patronesses inscrites au programme. Ce sera notre porte d'entrée, dit-il simplement. À cet instant, la porte s'ouvrit. Sir James Saunders entra, suivi de sa femme, le visage couvert d'un voile sombre. Madame Hudson, habituellement si prompte à bavarder, se contenta d'un salut muet avant de refermer derrière elle. Holmes vérifia la fenêtre, éteignit la lampe principale et n'en conserva qu'une petite, posée à côté du violon. La lumière dorée dessinait sur les visages des ombres tremblantes. Il s'assit enfin, croisant les mains sur la table. Sir James, commença-t-il, je vous ai prié de venir ici plutôt qu'à votre domicile, parce que la discrétion y est plus sûre. Ce que je vais vous proposer dépasse les limites du convenable, mais c'est la seule manière de ne pas précipiter l'Empire dans un scandale que ses ennemis exploiteraient aussitôt. Si je dois vous croire, monsieur Holmes, nous ne devons donc faire confiance à personne. À personne, confirma Holmes, ni aux serviteurs, ni au secrétaire, ni même au couloir du Parlement. Ce réseau a des yeux partout. Un long silence s'installa. Je sentais dans la pièce une tension presque physique, comme si chaque mot pouvait déclencher un effondrement. Holmes reprit plus bas. J'ai songé à 3 issues possibles. La première, vous l'avez envisagée, agir publiquement. Elle serait héroïque, mais suicidaire. La deuxième, confier l'enquête à Mycroft,
Elle garantirait la rigueur, mais pas le secret. Et la troisième, la nôtre. Nous faisons taire le bruit. Nous laissons le réseau se croire en sécurité, et nous l'observons jusqu'à son cœur. Lady Saunders, qui n'avait pas bougé, demanda doucement. Et quel serait notre rôle dans ce plan? Le plus dangereux, répondit Holmes, être vu comme ceux qu'on peut tromper. Sir James serra les poings. Vous nous demandez de mentir? Non, dit Holmes, de respirer plus bas que d'habitude. Je n'avais jamais entendu cette voix-là chez lui, presque chuchotée, comme s'il parlait depuis l'intérieur même du danger. Holmes s'approcha du couple. Elridge sera neutralisé discrètement. Officiellement, il aura volé un bijou et sera interné en province. Quant à Rudge, vous le maintiendrez à son poste. Il sera notre baromètre. S'il bouge, c'est qu'on l'a prévenu. Lady Saunders échangea un regard bref avec son mari. Vous allez faire croire que rien n'a été découvert? Exactement. Et pour cela, madame, il faudra une façade irréprochable. Holmes garda un instant le silence, le regard perdu dans la flamme du feu. J'ai pris quelques renseignements, dit-il enfin. Dans 3 semaines se tiendra à Londres une réception caritative, organisée par ce fameux institut. J'ai même découvert que Lady Saunders y figure parmi les patronesses. Il se tourna vers elle. Peut-être ce lieu pourrait-il devenir notre terrain d'approche? Elle écarta alors son voile. Ses yeux luisaient à la lumière faible. Je participerai à la réception du mois prochain, confirma-t-elle. La grande soirée de mécénat de l'Institut. Je ferai ce que j'ai toujours fait, prétendre croire à leur vertu. Et vous y amènerez un homme modeste, poursuivit Holmes, quelqu'un qu'on présente, qu'on applaudit, qu'on humilie avec bienveillance. Elle comprit aussitôt. Cet homme, ce sera vous? Oui, madame, et je compte sur vous pour me recommander avec tout le zèle d'une âme charitable. Sir James tenta une protestation. C'est folie, monsieur Holmes. Vous ignorez à qui vous vous attaquez? C'est précisément pour cela que je le fais, répondit Holmes. Lady Saunders se leva. Sa présence imposait un calme que même Holmes semblait respecter. Vous êtes un homme de raison, dit-elle, mais la raison seule ne vous suffira pas là où nous allons. Vous aurez besoin de foi, même si ce n'est pas la vôtre. La foi dans la logique me suffit, madame. Elle lui tendit la main, sans trembler. Alors je serai votre logique mondaine. Et si nous devons tomber, ce sera en silence. Holmes inclina la tête. Dans ce cas, nous sommes alliés, non par devoir, mais par lucidité. Il sortit de sa poche un petit carnet noir, le posa sur la table et le ferma d'un geste sec. À partir de ce soir, rien de ce qui sera dit ici ne devra franchir ces murs, pas même par le regard. Si vous entendez un pas de trop, si une question semble venir trop tôt, partez, n'expliquez rien. Lady Saunders hocha lentement la tête. Nous comprenons, monsieur Holmes. Holmes se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et écarta un coin du rideau. Dans la rue, la brume avalait les réverbères. Regardez, dit-il à voix basse, Londres tout entière est un échiquier, et chaque ombre y est peut-être un pion. Puis, se tournant vers eux, si nous réussissons, Sir James, votre nom ne paraîtra nulle part, mais il sera gravé dans ma mémoire. Il prit un instant de silence, comme pour sceller la parole donnée. Nous nous reverrons ici dans 15 jours, ajouta-t-il. Ce délai nous laissera le temps de préparer chaque détail et d'observer les premiers mouvements de nos adversaires. Rien ne devra filtrer d'ici là. Sir James acquiesça gravement.
Lady Saunders, elle, ne détourna pas le regard. Et c'est à ce moment précis, je crois, que naquit entre eux cette amitié rare, faite non de sympathie, mais de respect entre deux hommes qui avaient mesuré le même abîme. Quant à Lady Saunders, je ne revis jamais femme aussi droite dans l'ombre. Elle ne demanda rien, ne craignit rien, et c'est peut-être à elle seule que nous devons d'avoir pu un jour écrire la suite de cette histoire. Durant les jours qui suivirent, je ne vis Holmes que par intermittence. Lorsque je passais à Baker Street, je le trouvais étrangement fébrile. Il parlait peu, mangeait à peine, et semblait vivre dans un état d'attention perpétuelle, comme un comédien qui répète sans public. Il se questionnait sur le rôle qu'il allait devoir endosser, non comme on prépare un déguisement, mais comme on adopte une autre vie. Le maquillage, Watson, disait-il, ne tient qu'une heure. L'attitude, elle, résiste à la pluie. Je le surpris à plusieurs reprises devant la glace, étudiant la raideur d'un dos, la lenteur d'un geste, l'effacement d'un regard. Son visage, habituellement plein d'ironie, se faisait terne, presque vide. C'était troublant de voir cet esprit si aigu s'entraîner à la banalité. Il travaillait à devenir invisible. Il employa ainsi toute la quinzaine à se façonner en l'homme qu'il allait jouer. Un ouvrier sans éclat, propre sur lui, un peu timide, mais dont la modestie forcée cachait déjà la précision d'un calcul. Je compris que son déguisement ne serait pas dans le costume, mais dans le rythme même de sa respiration. 2 semaines plus tard, nous nous retrouvâmes, selon sa promesse, au 221B pour régler les derniers détails de l'opération. Sir James et Lady Saunders étaient là. Holmes avait dressé sur la table une carte du quartier de St. James Park et les plans de la salle où devait se tenir la réception. Tout, jusque dans les entrées de service, avait été étudié. Voici notre théâtre, dit-il simplement. Londres jouera la vertu. À nous d'en écouter les coulisses. Le soir venu, je le retrouvai dans notre ancien salon de Baker Street. Holmes, vêtu d'un manteau sombre, s'examinait dans la glace avec une minutie presque douloureuse. Sous le chapeau rond, son visage paraissait plus plein, plus ordinaire. Son regard, comme noyé dans la fatigue feinte d'un homme sans relief. J'eus presque du mal à le reconnaître. Ses gestes n'étaient plus les siens, comme s'il avait troqué son intelligence pour une prudence servile. Il paraissait amaigri, 5 kilos peut-être envolés en 15 jours, et je soupçonnais qu'il n'avait guère mangé durant toute cette période. Il vivait de concentration et de café noir, usé par sa propre tension. Vous ressemblez à un commis, dis-je. C'est le but, répondit-il. Le danger, Watson, n'est pas de se déguiser, c'est de cesser de se souvenir de qui l'on est. Il prit son parapluie, modeste, à la pointe usée et son carnet d'invitations qu'il avait fait contrefaire dans la matinée. Lady Saunders m'attend à l'angle de St. James. Si tout se déroule comme prévu, je serai présenté d'ici 1 heure comme un modèle d'intégrité laborieuse. Il eut un léger sourire. Ce soir, je vais être applaudi pour mes vertus imaginaires. Je ne trouvai rien à répondre. Il posa une main sur mon épaule, simple, presque fraternelle. Si je tarde, ne vous inquiétez pas, ce genre de vertu se dissout rarement vite. Et sans autre mot, il quitta la pièce. Je l'entendis descendre l'escalier, son pas déjà plus lourd, plus hésitant, celui d'un autre homme. Lady et Sir James Saunders attendaient au coin convenu, assis dans un modeste cab dont les rideaux tirés masquaient à peine leur présence. L'habit sobre de Sir James contrastait avec la cape sombre de son épouse, dont le velours terni jurait avec les attelages de gala qui s'ébranlaient déjà dans la rue principale.
À l'approche de Holmes, qui maintenant incarnait Turner, Lady Saunders entr'ouvrit la portière et lui adressa un signe discret. Monsieur Turner, dit-elle à mi-voix, vous serez présenté dans la seconde partie de la soirée. Voici votre carte et votre numéro. On vous fera passer par la porte du comité. Holmes s'inclina légèrement. Dois-je parler? Aussi peu que possible. On ne se méfie jamais d'un homme qui se tait pour paraître simple. Il glissa la carte dans la poche de sa redingote. J'obéirai aux ordres, madame. Et si l'on m'applaudit, je ne rougirai que par politesse. Sir James, qui n'avait pas dit un mot, se pencha alors vers sa femme. Je ferai une brève apparition au salon des messieurs, dit-il. Il ne faut pas que l'on remarque notre absence commune. Très bien, répondit-elle simplement. Nous nous reverrons après la représentation. Puis, se tournant vers Holmes, d'ici un mois, l'Institut conviera les dames patronnesses à revoir leur protégé. Je veillerai à ce que ce soit moi qui vienne m'assurer de vos progrès. Elle lui lança un regard où passait, sous la dignité polie, une nuance d'entente. Elle inclina la tête, comme pour acquiescer à un mot d'ordre déguisé. Sir James lui baisa la main et descendit du cab. Un instant plus tard, il avait disparu dans la foule des invités. Lady Saunders resta immobile, le regard fixe, comme si le brouillard lui offrait un instant de répit. Bonne chance, monsieur Turner, souffla-t-elle. Ce soir, la vertu est un rôle qu'il faut savoir jouer sans trembler. Le cab se remit en marche et disparut dans la brume. Holmes remonta le col de sa redingote et prit la direction du bâtiment illuminé où se tenait la réception. La façade de pierre blanche dominait une petite place encombrée de voitures. Sous les lanternes, les uniformes des portiers et le noir profond des habits donnaient au spectacle l'air d'une mise en scène réglée jusqu'à la respiration. Une affichette, suspendue au portail, annonçait Soirée annuelle du mérite civique et ouvrier, sous le patronage de l'Institut de services domestiques de Londres. La charité avait donc sa bannière et son protocole. À gauche, une file discrète s'étirait le long du trottoir. Ce n'étaient ni les mécènes ni les dames du comité, mais les méritants, jeunes apprentis, clercs, artisans, domestiques soigneusement brossés pour l'occasion. Un huissier vérifiait les cartes, distribuait des rubans numérotés et orientait chacun vers une salle attenante. Quand vint le tour de Turner, l'homme lut la carte, hocha la tête, sans relever les yeux, et dit Salle 3, deuxième rangée. Vous serez appelé par ordre de numéro. Holmes s'exécuta, traversa un couloir au mur couvert d'affiches moralisatrices et entra dans une pièce où l'on avait disposé des bancs de bois. Quelques chandelles fumaient dans des appliques. Une bouilloire sifflait sur un poêle. Le thé avait le goût d'eau chaude et de vertu tiède. Personne ne parlait haut. Certains serraient leurs chapeaux sur leurs genoux, d'autres lisaient les règlements placardés. La plupart gardaient ce regard hésitant des pauvres qu'on honore sans leur dire pourquoi. Un huissier apparut, prit 3 noms, et la porte se referma. Holmes resta immobile, les mains croisées, la tête légèrement inclinée, comme pour apprendre le silence ambiant avant de devoir le jouer. Lorsque la cloche tinta, les candidats furent conduits un à un dans la grande salle. Holmes me raconta plus tard que la lumière y tombait de si haut qu'elle ne chauffait rien, qu'on eût dit un temple où l'on célébrait la respectabilité plus que la foi. Le président du comité, un vieil homme au front poli par la vertu publique, ouvrit la séance d'une voix solennelle. Il parla de l'effort, de la tempérance, de la discipline morale des classes laborieuses. Chaque phrase,
déclenchaient un battement de main bien réglé, à la manière d'un applaudissement prévu. Puis commencèrent les présentations. Chaque bienfaiteur montait sur l'estrade avec son protégé. Exposait brièvement le geste qui lui avait valu cette distinction. Une bourse fendue, un incendie prévenu, un patron dénoncé avec pudeur. Les rires polis et les soupirs admiratifs suivaient le même tracé. Vint le tour de lady Saunders. Elle s'avança, tête haute, tenant son éventail fermé comme un spectre discret, et annonça d'une voix claire: J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur John Turner, employé d'une maison de commerce, qui a refusé une prime pour un service rendu, disant seulement: Je n'ai fait que mon devoir. Un murmure approbateur parcourut la salle. Lady Saunders laissa passer la vague d'émotion, puis ajouta avec un tact étudié: Peut-être jugerez-vous le geste insignifiant, mais c'est dans ces détails que se cache la vraie noblesse. Un matin, à Oxford Street, un coup de vent m'arracha mon chapeau. Il roula au milieu de la chaussée, entre les voitures. Personne ne bougea, sinon cet homme. Il s'élança, risqua la poussière, la boue, et me rapporta l'objet sans attendre un merci. Elle marqua une pause. Je voulus le récompenser. Il refusa l'argent, disant simplement: C'est une question d'éducation, madame. Elle releva légèrement la tête, comme si la phrase valait à elle seule une médaille. Le public se souleva d'aise. Une dame s'éventa bruyamment pour cacher son attendrissement. Un industriel fit signe qu'on applaudisse. Des charmants, des admirables se glissèrent de rang en rang. Le président du comité hocha la tête avec gravité, concluant d'un ton pénétré: Voilà, mes amis, l'esprit anglais dans toute sa pureté. Les applaudissements éclatèrent. Holmes s'inclina lentement, visage impassible, main jointe comme un homme qu'on absout d'avoir été trop vertueux. Lady Saunders posa sur lui un regard mesuré, puis se retira sous une pluie de compliments. Ainsi, le public s'applaudit lui-même d'avoir trouvé, dans un chapeau envolé, de quoi nourrir une soirée entière de bonnes intentions. Holmes garda les yeux baissés, jusqu'à ce que l'orchestre reprît, et se retira au bras d'un huissier. La cérémonie continua, longue, ponctuée de discours où chaque mot semblait avoir déjà été prononcé l'année précédente. Quand le dernier prix eut été remis, le président proclama que les lauréats seraient conviés à suivre un cycle de formation offert par l'Institut de services domestiques. Une agitation discrète parcourut la salle. On remit à chacun une feuille imprimée, à remplir sous le contrôle d'un secrétaire. Holmes y dut son affectation. Institut de Londres, session d'hiver, admission immédiate. Le piège venait de se refermer avec la douceur d'un couvercle bien ajusté. Il aperçut lady Saunders au fond de la salle. Elle parlait à un député. Leurs regards se croisèrent, un battement d'éventail, un signe imperceptible. Puis elle détourna la tête. Le théâtre était terminé. On éteignit une partie des lampes. Les mécènes regagnèrent leur fiacre sous les rires mondains. Les méritants furent rassemblés près d'une issue latérale, où un intendant tenait un registre. Il cochait les noms et désignait un véhicule. Holmes suivit le groupe dans la ruelle. Le pavé brillait d'humidité, l'air sentait la suie et la cire éteinte. Une masse sombre attendait à l'angle. Une de ces voitures à vapeur qu'on appelait hippobus. L'engin haletait doucement, craché par ses tuyaux un souffle mêlé de fumée et de pluie. Un conducteur invisible ajustait des manettes. Les lanternes diffusaient un jaune sale. Les passagers montèrent par couple. À l'intérieur, des bancs nus,
une lampe suspendue, un grondement régulier. Les silhouettes s'installèrent sans mot dire, serrées, dociles. Holmes prit sa place au milieu, la tête légèrement penchée, son regard perdu dans la condensation qui perlait aux vitres. Chaque carreau, le châssis gémit. Les réverbères du quartier défilèrent en halos mouvants. Personne ne parlait, seuls quelques toussotements ponctuaient la marche. Dehors, les rues s'effaçaient. On devinait, par instant, les silhouettes des docks, la coupole d'une usine, le pont d'un canal. La machine avançait, infatigable, vers l'est de la ville. Le souffle régulier de sa chaudière marquait le rythme d'une marche sans retour. Après une demi-heure, l'hippobus ralentit. Une voix brusque au dehors. Descendez, par rang de deux. La porte s'ouvrit. L'air glacé pénétra, porteur d'une odeur de charbon mouillé. Une cour étroite, des murs de briques, des fenêtres aux vitres opaques. Holmes posa le pied sur le sol, suivit le groupe jusqu'à un perron éclairé par une lampe à gaz. Sur une table, un registre, des plumes, un encrier. Un surveillant appela les noms, distribua les numéros de couchette et les règles de la maison. Levé à 5 heures, silence absolu après 9 heures, gratitude constante. Turner, car Holmes n'était plus que lui, signa sans hâte, prit son numéro, salua. Derrière lui, la porte se referma, étouffant le sifflement de la machine repartie. Le silence qui suivit avait la densité d'un couvercle. C'est là, me confia-t-il plus tard, qu'il comprit que la comédie venait de se changer en étude, que du vacarme du gala, il passait à la discipline de l'ombre, et que, dans ce couloir où tout semblait rangé et propre, commençait vraiment l'énigme de l'institut de service domestique.